Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un monde un peu caché, celui d'un parasite extrêmement commun, mais souvent méconnu, Toxoplasma gondii. On va essayer de comprendre ensemble ce qu'il est, son histoire, pourquoi il nous concerne, en s'appuyant sur des infos du Centre national de référence toxoplasmose. Alors pour commencer, la toxoplasmose, c'est quoi? C'est une infection parasitaire, une protozoo zoonotique qu'on trouve vraiment partout. Le plus souvent chez un adulte en bonne santé, hop, ça passe inaperçu, pas de symptômes. Mais attention, ça peut devenir sérieux pour le fœtus, un nouveau-né ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli. L'agent responsable, c'est Toxoplasma gondii, un parasite qui vit obligatoirement à l'intérieur des cellules et il peut infecter tous les animaux à sang chaud, nous y compris donc. Tout à fait. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est ce côté cosmopolite, comme ils disent. Il est partout. Et cette dualité, souvent latent, silencieux, mais potentiellement redoutable. C'est ça qui est frappant. L'infection est très commune, mais ses effets varient énormément. D'accord. Et si on remonte un peu le temps, la découverte, ça s'est passé comment? J'imagine que ça n'a pas été simple. Ah non, pas du tout. Ça a été une sorte d'enquête qui s'est étalée sur des décennies. En fait, il a été repéré presque en même temps, en 1908, à Tunis, chez un rongeur, le gondi. Ah, d'où le nom Gondii. Exactement. Et au Brésil, chez un lapin. Le nom Toxoplasma, ça vient du grec toxon, l'arc, à cause de sa forme. Mais après, relier ça à des maladies chez l'humain, ça a pris du temps. On l'identifie dans les années 20, dans l'œil, puis dans les années 30 et 40 pour les formes congénitales et généralisées. Et puis, une étape vraiment clé, après la guerre, c'est le développement des tests diagnostiques, le fameux dye test, l'immunofluorescence. Qui m'ont permis de voir à quel point c'était répandu, en fait. Précisément. Ça a changé la vision épidémiologique. Et enfin, la confirmation d'un mode de transmission majeur. La viande, ça date des années 60. C'est fou comme toutes ces pièces se sont assemblées petit à petit. Et le parasite lui-même, alors, il doit être particulièrement bien adapté pour se propager comme ça. Ah oui, c'est un champion de l'adaptation. Il a trois formes principales, trois stratégies, si vous voulez. D'abord, il y a le tachyzoïte. Tachyos, ça veut dire rapide. C'est la forme de l'attaque de la phase aiguë. Il se multiplie très vite, il se dissémine partout via le sang, la lymphe. C'est lui qui a la forme d'arc, mais il est assez fragile. La chaleur, même pas très élevée, la congélation, l'acidité de l'estomac, ça le détruit. D'accord. Et ensuite? Ensuite, on a le kyste. Alors lui, c'est le maître du camouflage, la forme de résistance dans nos tissus. Cerveau, muscles, œil. Il s'installe là et peut y rester des années, voire toute la vie, avec des milliers de parasites qui tournent au ralenti, les bradyzoïtes. Brado, ça veut dire lent. Et celui-là, il est plus résistant, j'imagine? Oui, beaucoup plus. Il passe la barrière de l'estomac, lui. Par contre, une bonne congélation pendant plusieurs jours à moins 20 degrés ou une cuisson à cœur au-dessus de 67 degrés, ça le tue dans la viande. Et la troisième forme? La troisième, c'est l'oocyste. Lui, c'est la forme de survie et de dissémination dans l'environnement. C'est le résultat de la reproduction sexuée qui se passe uniquement chez le chat, qui est l'hôte définitif. Le chat l'élimine dans ses excréments, mais attention, il n'est pas infectant tout de suite. Il doit mûrir dehors, sporulé, pendant 1 à 5 jours. Ah d'accord, il y a un délai. Oui, et une fois sporulé, cet oocyste devient une vraie capsule de survie. Hyper résistant. Il peut tenir plus d'1 an dans un sol humide. Les désinfectants classiques, comme la javel, ça ne lui fait pas grand-chose. Il résiste aussi à l'estomac. Seule la chaleur, genre 60 degrés Celsius pendant 1 minute, peut le détruire rapidement. La congélation, elle, ne l'inactive que partiellement. C'est incroyable cette adaptabilité. Une forme d'attaque, une forme de siège dans les tissus et cette forteresse environnementale. Et on sait s'il y a différentes versions de ce parasite? Des souches différentes? Oui, tout à fait. Grâce aux outils moléculaires, la PCR et d'autres techniques, on a pu identifier plusieurs lignées génétiques, principalement 3 grands génotypes, type 1, type 2 et type 3. Chez nous, en Europe et en Amérique du Nord, c'est surtout le type 2 qu'on trouve chez l'humain et les animaux domestiques, à peu près 80% des cas. Et pour le classer, c'est un protozoaire, dans la classe des sporozoaires et la sous-classe des coccidies, des organismes connus pour leur cycle de vie souvent assez complexe. D'accord. Donc, si on récapitule un peu, on a ce parasite hyper répandu, découvert au début du XXe siècle. On a mis du temps à comprendre comment il fonctionnait, son impact sur la santé, surtout pour certaines populations, et comment il voyageait.
Sa grande force, c'est sa capacité à changer de forme pour survivre dans différents contextes, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Les points clés à retenir, c'est vraiment sa présence mondiale, le risque particulier pour les femmes enceintes non immunisées et les immunodéprimés. Et les deux modes de contamination principaux pour nous, les kystes via la viande pas assez cuite et les zoocystes via l'environnement contaminé par les déjections de chats. Donc l'eau, les légumes mal lavés, la terre. D'où les mesures de prévention. Voilà, la résistance différente de chaque forme dicte directement ce qu'il faut faire. Bien cuire la viande, congeler certains aliments, laver soigneusement les crudités et bien se laver les mains après avoir jardiné ou touché la litière du chat. Logique. On comprend mieux pourquoi il est si fréquent et souvent silencieux chez les personnes en bonne santé finalement. Oui, et ce qui est assez fascinant ici, c'est vraiment cette relation complexe, très ancienne, entre ce micro-organisme, ces très nombreux autres possibles dont nous faisons partie, et l'environnement partagé. Et pour terminer, peut-être une question qui ouvre un peu la réflexion. Sachant que ce parasite peut rester là, latent, sous forme de kyste, parfois très longtemps, notamment dans le cerveau, est-ce qu'on peut imaginer des influences peut-être plus subtiles à long terme de cette cohabitation silencieuse sur notre comportement ou notre santé en général? C'est une piste de recherche qui dépasse notre discussion. Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans le cycle de vie d'un parasite assez incroyable, Toxoplasma gondii. Oui, un parcours fascinant. On va s'appuyer sur un document qui détaille tout ça. L'objectif, c'est vraiment de comprendre ces trois grandes phases de vie. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que le chat est au centre, mais ça se passe aussi ailleurs, dans la nature, chez d'autres animaux, et chez nous, potentiellement. C'est ça qui est remarquable. Alors, la première étape, ça se passe chez le chat. L'hôte définitif, comme on dit. Ok. Plus précisément dans son intestin grêle. C'est la phase coccidienne. Et comment le chat se retrouve impliqué là-dedans? Il chasse, c'est ça? C'est ça, principalement. Il mange des proies, des rongeurs souvent, qui ont déjà des kystes du parasite. Des kystes, c'est quoi exactement? Des formes dormantes, on peut dire, dans les muscles, le cerveau des rongeurs. Ou alors, le chat peut aussi avaler des zoocystes. Ah, une autre forme. Oui, très résistantes, qu'on trouve dans l'environnement. Bon, une fois dans l'intestin du chat, le parasite se réveillait. Et là, il se multiplie à toute vitesse. C'est la schizogonie. C'est bien ça. Les formes qu'il a avalées, les bradyzoïdes des kystes ou les sporozoïdes des zoocystes, elles entrent dans les cellules de l'intestin. Elles deviennent des schizontes, des sortes d'usines en fait, qui produisent des mérozoïtes en masse. D'accord. Ces mérozoïtes sont ensuite libérés et hop, ils vont affecter d'autres cellules. Ça va très vite pour faire du nombre. Mais il n'y a pas que ça chez le chat, si. J'ai lu qu'il y avait aussi une reproduction sexuée, la gamogonie. Tout à fait, c'est une excellente remarque. Pourquoi les deux? Quel est l'intérêt pour le parasite? La multiplication asexuée, c'est pour le volume, l'invasion rapide. Mais l'asexuée, elle, apporte la diversité génétique et surtout, elle crée l'oocyste. L'oocyste. Oui, la forme qui va être disséminée dans l'environnement. Donc, après quelques cycles rapides, certains mérozoïtes changent. Ils deviennent des cellules sexuées, gamétocytes, mâles et femelles. Et ils se rencontrent. Voilà. Les mâles donnent des microgamètes, petits et mobiles, avec des flagelles, qui vont féconder les macrogamètes femelles, plus gros et immobiles. Ça donne un zygote, et très vite, ce zygote s'enferme dans une coque super épaisse, super résistante. C'est ça l'oocyste. D'accord. Et ces zoocystes sont expulsés par le chat? Exactement, dans ses crottes. Ils sont encore immatures à ce stade. Et attention, un chat peut en libérer des millions. Des millions. Incroyable. Et ça nous amène à la deuxième phase. Hors du chat. Dans la nature, donc. Cet oocyste, il est dangereux tout de suite? Non, pas immédiatement. Il a besoin de maturer à l'air libre, c'est la sporogonie. Ça prend du temps? Entre 1 et 5 jours, ça dépend un peu de l'humidité et de l'oxygène. Et là, l'oocyste immature devient un oocyste sporulé. Et c'est seulement là qu'il est infectieux. Il contient des sporozoïdes prêts à infecter. Et il est hyper résistant. Il peut survivre des mois dans le sol, dans l'eau. Ce qui s'explique comment on peut être contaminé via l'eau ou les légumes mal lavés, j'imagine. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient l'hôte intermédiaire. C'est-à-dire? Tous les autres animaux à son chaud, en gros, oiseaux, moutons, bétail, et nous, les humains. Et on s'infecte comment, nous, les autres animaux? Soit en avalant ces fameux oocystes sporulés, qui sont dans l'environnement, soit en mangeant de la viande contaminée, qui contient des kystes, si elle est crue ou pas assez cuite. Ok. Et une fois que le parasite est chez cet hôte intermédiaire, il recommence à se multiplier? Oui, mais différemment. Les sporozoïtes des oocystes ou les bradyzoïtes des kystes de viande
sont libérés dans l'intestin. Et là, ils se transforment très vite en tachyzoïtes. Tachyzoïdes. Oui, tachy, ça veut dire rapide. C'est la forme de multiplication très rapide. Ils traversent la paroi de l'intestin, se font aider par nos cellules immunitaires, les macrophages, Ah oui. oui, pour se disséminer partout dans le corps. C'est la phase aiguë de l'infection, une vraie invasion. Mais notre corps réagit quand même. Bien sûr, le système immunitaire se met en marche et commence à contrôler cette multiplication explosive. Et c'est là que le parasite, très malin, change encore de stratégie. Il fait quoi? Sous la pression immunitaire, les tachyzoïtes, les sprinters, se transforment en bradyzoïtes. Brady, ça veut dire lent. Les marathoniens, cette fois? C'est l'idée, oui. Une forme qui se multiplie très lentement. Et ces bradyzoïtes s'enferment dans des kystes tissulaires. Très solides aussi, ces kystes. Et ça, c'est la phase chronique. Ils s'installent où, ces kystes? Voilà, c'est la phase chronique. Les kystes peuvent rester là des années, parfois toute la vie de l'hôte, en dormance. Ils aiment particulièrement aller se loger dans le cerveau, les muscles et aussi dans l'œil. Et si un chat mange un animal qui a ces kystes? Eh bien, la boucle est bouclée, le cycle recommence. C'est incroyable comme stratégie. Donc, si je résume, ça commence chez le chat, multiplication rapide asexuée, puis sexuée pour faire les zoocystes. C'est ça. Phase 2, les zoocystes maturent dehors, dans l'environnement, et deviennent infectieux. Oui. Phase 3, un hôte intermédiaire avale ça, ou de la viande kystique. Là, multiplication rapide des tachyzoïdes, puis l'immunité arrive, et hop, formation de kystes dormants avec des bradyzoïdes. C'est exactement ça. Une adaptation remarquable. Il alterne entre le chat, l'extérieur, l'hôte intermédiaire. Il change de forme. Tachyzoïdes, bradyzoïdes, sporozoïdes, gamètes pour survivre partout. Ça assure vraiment sa survie et sa propagation. Absolument. C'est ce qui explique sa présence quasi mondiale. Et ça soulève une dernière question peut-être. Ces kystes qui restent si longtemps, surtout dans le cerveau, est-ce qu'ils font juste dormir le parasite ou est-ce qu'ils pourraient avoir des effets plus subtils sur l'hôte, sur son comportement par exemple? C'est une excellente question. C'est un domaine de recherche très actif, avec encore beaucoup de zones d'ombre. Quelles sont les conséquences réelles de cette cohabitation à long terme? On n'a pas encore toutes les réponses. Bonjour, aujourd'hui on plonge dans le monde microscopique d'un parasite qu'on connaît bien de nom, celui qui cause la toxoplasmose. Oui, bonjour. On a là des extraits d'un document scientifique et notre but c'est un peu de décortiquer comment il se transmet et ce qu'il fait dans le corps, surtout pendant une grossesse. Exactement, Comment on l'attrape? Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ça qu'on va explorer. c'est ça. Et les sources qu'on a, elles insistent bien sur les modes de contamination, donc ce qu'on mange, le contact ou de la mère à l'enfant, et aussi sur la physiopathologie. La physiopathologie. Oui. C'est-à-dire les mécanismes biologiques, comment l'infection agit, et surtout les conséquences pour le fœtus. Et un point important aussi, on voit que la fréquence de l'infection, elle varie beaucoup selon les régions du monde. D'accord. Alors, commençons par le début. Comment ce parasite arrive jusqu'à nous? Les documents parlent de transmission horizontale. Oui, horizontale, ça veut dire en dehors de la grossesse, quoi, entre individus. Ok. Et il y a 3 voies principales, c'est ça? La première, c'est l'ingestion d'oocystes. C'est ça. Les oocystes, faut imaginer, ce sont des formes très résistantes du parasite. C'est le chat qui les excrète. Et ça peut se retrouver dans l'eau, la terre. Ah, d'accord. Et donc sur les légumes crus, si on les lave mal, l'hygiène des mains est super importante après avoir jardiné ou touché un chat qui va dehors, par exemple. C'est vraiment la contamination par l'environnement. Logique. Et la deuxième voie? C'est l'ingestion de kystes cette fois. Oui, alors là, c'est différent. Les kystes, eux, on les trouve dans les muscles des animaux. Dans la viande, donc. Voilà, surtout le porc, le mouton. Si la viande n'est pas assez cuite, ou même, attention, parfois juste fumée ou saumurée, ça ne suffit pas toujours à tuer le parasite. D'accord. Donc oocyste dehors, kyste dans la viande, c'est clair. Exactement, c'est la distinction clé. Il y avait une troisième voie, plus rare apparemment, oui c'est mentionné, les greffes d'organes ou les transfusions sanguines. Si le donneur est infecté et le receveur non, il y a un risque. Ce qui est fou, c'est de voir à quel point nos gestes quotidiens comptent. Ah, mais complètement. Bien laver les légumes, bien cuire sa viande, se laver les mains, c'est la base de la prévention. Et l'environnement joue aussi. S'il y a beaucoup de chats, si le climat est chaud et humide, ça aide les zoocystes à survivre, donc le risque augmente.
Tout ça, ça concerne tout le monde. Mais il y a une situation où ça devient particulièrement critique, c'est la transmission de la mère à l'enfant, la transmission verticale. Là, on touche à la santé publique. Absolument. Le scénario, c'est une femme qui attrape la toxo pour la première fois pendant sa grossesse. On appelle ça une primo-infection. Et là, le parasite peut passer au bébé. Oui, le parasite, sous sa forme active, on l'appelle le tachyzoïde, peut traverser la barrière du placenta et infecter le fœtus. Attendez, j'ai lu un truc étonnant dans les sources. Le placenta pourrait retarder le passage, hein. De plusieurs semaines même. Ah oui, c'est une observation très intéressante. Le placenta, c'est une barrière, mais bon, elle n'est pas parfaite. Et ce délai, ça suggère que le passage n'est pas automatique, pas immédiat. Ça dépend peut-être de la quantité de parasites, de la réaction immunitaire au niveau du placenta. C'est complexe, très complexe. Mais ce temps de latence, c'est une donnée à prendre en compte. Et il y a un paradoxe vraiment important qui est souligné. Plus on avance dans la grossesse, quand la mère s'infecte, plus le risque de transmission au fœtus est élevé. Ah bon? On pourrait penser l'inverse. Justement. Mais, et c'est là le paradoxe, plus la gravité des problèmes pour le fœtus, elle, diminue. D'accord. Risque de passage plus grand, mais conséquences moins graves plus tard. C'est ça. La période vraiment la plus critique pour des atteintes sévères, c'est entre la 10e et la 24e semaine de grossesse, environ. Et pourquoi cette période-là en particulier? C'est lié à deux choses. D'abord, le placenta qui évolue, il devient plus passant avec le temps, mais surtout au début, le système immunitaire du fœtus est très immature. Il se défend moins bien. Voilà, et ses organes, comme le cerveau, sont en plein développement, donc hyper vulnérables à ce moment-là. Et concrètement, si le fœtus est infecté, ça donne quoi? Les sources parlent de lésions. Oui, le parasite se multiplie vite, il détruit les cellules qui l'infectent, ça peut créer des foyers de nécrose, des zones abîmées, surtout dans le cerveau. Il peut y avoir aussi une inflammation des vaisseaux. Des cicatrices en quelque sorte? On peut dire ça, ou des blocages. Et ces lésions, parfois, elles peuvent entraîner une hydrocéphalie. C'est une accumulation de liquide dans le cerveau parce que la circulation normale est bloquée. Ça peut être très sérieux donc. Oui, potentiellement très sérieux. Et il y a une autre chose importante. Même si le bébé naît sans symptômes visibles, le parasite peut rester endormi, sous forme de kystes dans ses tissus. Endormi. Oui, en état latent. Et ces kystes peuvent se réveiller des années plus tard. Et causer des problèmes à ce moment-là. Exactement, des problèmes aux yeux ou neurologiques. Donc, une infection pendant la grossesse peut avoir des répercussions bien plus tard. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, on a plusieurs façons d'être infecté. L'environnement, ce qu'on mange, parfois médicalement, et puis de la mère à l'enfant. C'est ça. L'hygiène, la cuisson, c'est nos boucliers au quotidien. Et pendant la grossesse, c'est là que ça se complique, avec ce double risque, celui que ça passe et celui que ce soit grave, avec ce paradoxe selon le moment où ça arrive. Tout à fait. Et comprendre ces mécanismes, comment le parasite se multiplie, comment il franchit cette barrière complexe du placenta, comment le fœtus réagit, c'est vraiment essentiel pour améliorer la prévention, le dépistage chez les femmes enceintes, la prise en charge. Et la variation géographique dont vous parliez au début. Oui, ça nous rappelle qu'il faut adapter les stratégies de prévention localement. Ce qui marche ici ne marche pas forcément pareil ailleurs. C'est logique. Et pour finir, peut-être une question qui vient directement de ce qu'on a lu. Si le placenta peut vraiment retenir le parasite plusieurs semaines, comme ça semble être le cas, Oui, hein. mais comment ce délai change notre approche? Est-ce qu'il faut revoir le timing du dépistage? L'urgence d'un traitement si une femme enceinte devient positive? C'est une piste intéressante, je trouve, pour optimiser comment on gère tout ça. Bienvenue dans notre exploration du jour. On va se pencher sur un document médical assez précis. Clinique et diagnostic de la toxoplasmose. L'idée, c'est de vraiment extraire l'essentiel sur cette infection parasitaire. Oui, une infection très répandue d'ailleurs. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est ce paradoxe. Souvent, elle est complètement bénigne chez un adulte en bonne santé. On dit même que dans 80% des cas, elle passe totalement inaperçue. C'est énorme, 80%. Ah oui, mais elle peut être vraiment redoutable dans d'autres contextes. Alors, essayons de décortiquer ça. D'accord. Par quand on commence? Commençons par le cas le plus fréquent. La toxoplasmose acquise chez la personne immunocompétente, donc en bonne santé. Oui. La forme la plus courante, c'est celle dont on parlait JSA, asymptomatique, latente, on dit aussi. Vraiment, aucune manifestation, on la découvre par hasard, quoi. C'est ça. Lors d'une prise de sang pour autre chose, souvent. Voilà. Mais parfois, elle se manifeste quand même. C'est la forme ganglionnaire. Ça représente quoi, 15-20% des cas? C'est à peu près ça, oui. Et là, concrètement, ça se traduit par des ganglions qui gonflent.
surtout dans le cou, c'est ça? Ou derrière la tête. Oui, cou ou région occipitale principalement. Ces ganglions, ils sont typiquement assez fermes, ils roulent sous les doigts, D'accord. peu ou pas douloureux, et très important, ils ne suppurent pas, ils ne s'infectent pas. Et il y a peut-être d'autres signes associés. Oui, ça peut s'accompagner d'une fatigue qui traîne un peu, une asthénie. Hmm. Une fièvre pas très élevée, genre 38,5-39 degrés Celsius, parfois des petits troubles digestifs, ou même des douleurs dans les muscles, des myalgies. Mais tout ça peut rester assez discret, j'imagine. Exactement. Et c'est là tout le contraste. Chez l'adulte sain, même symptomatique, ça reste souvent peu alarmant. Mais ce tableau plutôt anodin change radicalement si on parle d'autres populations. Oui, c'est ça le point crucial. Pour le fœtus pendant la grossesse, pour le nouveau-né ou pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, là, ça devient une autre histoire. Tout à fait. Ce qui nous amène à la toxoplasmose congénitale. Justement, quand une femme enceinte attrape la toxo et la transmet à son bébé, là, la gravité dépend beaucoup du moment de l'infection pendant la grossesse, c'est ça? C'est la règle, oui. Plus l'infection arrive tôt dans la grossesse, plus les conséquences risquent d'être sévères pour l'enfant. Ah oui. En revanche, le risque de transmettre l'infection au bébé, lui, il augmente si la maman s'infecte plus tardivement. C'est un peu contre-intuitif. D'accord, je vois. Donc, si l'infection a lieu au premier trimestre, Là, c'est le scénario le plus redouté. On parle de fœtopathie grave. Si l'enfant survit, il y a un risque important de séquelles. Hydrocéphalie, c'est l'accumulation de liquide dans le cerveau, ça. c'est ça. Ou bien des yeux trop petits, une microphthalmie, des calcifications dans le cerveau, un retard psychomoteur. L'issue peut être un décès in utero, une grande prématurité, ou même une naissance où l'enfant semble sain au début, mais les problèmes apparaissent plus tard. C'est terrible. Et au deuxième trimestre? Au deuxième trimestre, on voit plutôt des tableaux d'encéphalite à la naissance, donc des troubles neurologiques, et souvent une atteinte des yeux, la choriorétinite. Le risque de lésion nerveuse définitive est bien réel. D'accord. Et enfin, au troisième trimestre? Si l'infection survient tard, les atteintes sont moins souvent neurologiques. On peut avoir un ictère, une jaunisse à la naissance, un gros foie, une grosse rate, ou des atteintes oculaires isolées. Mais attention, la forme la plus fréquente dans ce cas, c'est la forme dite infraclinique. C'est-à-dire? L'enfant naît, il a l'air en pleine forme, mais il est porteur de kystes du parasite, souvent dans le cerveau ou la rétine. Et la maladie peut se réveiller, se manifester des mois ou des années plus tard. C'est insidieux. Face à tout ça, le diagnostic est vraiment primordial, surtout pendant la grossesse. Comment on s'y prend? Ou son ADN, c'est la parasitologie. Mais c'est difficile, non? Oui, l'examen direct est compliqué. L'inoculation à la souris, c'était la référence, mais c'est très lent. La culture cellulaire est plus rapide, mais moins sensible. La biologie moléculaire, la PCR, est très utile aujourd'hui. D'accord. Et l'autre pilier? L'autre pilier, et c'est vraiment la base du dépistage et du diagnostic de routine, c'est la sérologie. On ne cherche pas le parasite, mais la réaction du corps contre lui, les anticorps. Ah oui, les fameux anticorps, les IgG, les IgM. Exactement. On mesure ces anticorps spécifiques dans le sang, leur présence, leur type, leur quantité, et comment tout ça évolue dans le temps, ça nous raconte une histoire. Ça nous permet de savoir s'il y a eu infection, et surtout d'essayer de dater quand elle a eu lieu. Alors, comment on interprète ça, Sam? Les IgM, c'est signe d'infection récente. En général, oui. Les IgM sont un peu comme les premiers intervenants. Ils apparaissent assez vite après l'infection. Mais le piège, c'est qu'ils peuvent parfois rester présents pendant très longtemps, plus d'1 an même. Ah, d'accord. Donc les IgM seuls ne suffisent pas toujours. Non, c'est là qu'interviennent les IgG. Eux, ils arrivent un peu après les IgG. Leur présence confirme l'infection passée ou en cours. Leur taux monte, puis se stabilise et reste détectable pendant des années. C'est la mémoire immunitaire. Et on peut affiner la datation avec les IgG? Oui, grâce à un test spécial qui mesure l'avidité des IgG. En gros, plus l'infection est ancienne, plus les IgG se lient fortement aux parasites. Une avidité forte, ça signe une infection qui date de plusieurs mois. C'est très utile pour distinguer une infection récente d'une infection ancienne chez une femme enceinte, par exemple. D'accord. Et on utilise quelle technique pour ça? ELISA, Western blot, c'est ça? Oui, ce sont des techniques courantes de laboratoire. Il y a aussi d'autres anticorps qu'on peut regarder, comme les IgA qui peuvent aider à dater car ils disparaissent plus vite que les IgM, ou les IgE, plus rares mais de mauvais pronostics chez le nouveau-né. Et donc pour une femme enceinte, on fait comment en pratique? Très souvent, on compare 2 prises de sang, faites à 3 ou 4 semaines d'intervalle. Si on voit apparaître des anticorps,
ou si on voit leur taux augmenter significativement entre les deux prélèvements, ça confirme une infection récente, ce qu'on appelle une séroconversion. Et là, on peut mettre en place une surveillance et un traitement si nécessaire. Bien compris. Donc, si on devait résumer, la toxoplasmose, c'est une infection hyper fréquente, souvent totalement silencieuse chez l'adulte en bonne santé, C'est ça. mais avec des risques potentiels majeurs pour le fœtus et les personnes immunodéprimées. Mhm. Et le diagnostic repose énormément sur l'analyse fine des anticorps, la sérologie. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour aller un peu plus loin. Ah oui, On a dit que 80% des infections sont asymptomatiques chez les personnes immunocompétentes. Mais on sait que le parasite reste là, à vie, sous forme de kyste latent dans les tissus. mhm, Alors, on peut se demander quelles pourraient être les conséquences à très très long terme, peut-être beaucoup plus subtiles qu'on ne le pense, de cette présence parasitaire quasi permanente et cachée chez une si grande partie de la population. C'est une piste de réflexion, au-delà des formes aiguës et graves dont on a parlé. une question ouverte en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Bienvenue dans notre exploration ciblée. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet médical assez pointu, mais vraiment essentiel. Oui, tout à fait. Surtout pendant la grossesse. Mm. Le décryptage des résultats de sérologie de la toxoplasmose, on s'appuie sur un document de référence qui explique comment interpréter tout ça et quoi faire. Exactement. L'idée, c'est d'en extraire les infos clés pour que ce soit clair et utile. C'est ça. Et c'est fondamental de bien comprendre ces tests, parce que si une femme enceinte attrape la toxo, ça peut avoir des conséquences pour le fœtus. Mhm, Donc, on va regarder ensemble les différents cas de figure qui sont décrits dans ce guide. parfait. Alors, allons-y. Ces fameux IgG et IgM, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la toxoplasmose? Ce sont des types d'anticorps. Commençons peut-être par le plus simple. Quand il n'y a ni l'un ni l'autre, pas d'IgG, pas d'IgM. Alors ça, c'est le premier cas. Absence totale d'IgG et d'IgM, ça veut dire qu'il n'y a pas d'immunité. D'accord? La personne n'a jamais été en contact avec le parasite. Donc aucune protection. Aucune. Et le point crucial, surtout pendant la grossesse, c'est que ça impose une surveillance sérologique tous les mois. Ah oui, tous les mois? Oui, jusqu'à 1 mois après l'accouchement. Et bien sûr, il faut des précautions d'hygiène et d'alimentation très strictes pour éviter de l'attraper. Logique. Surveillance rapprochée parce que le risque est là tout le temps. Bon. Cas un peu plus compliqué, on trouve des IgM, Mhm. ces marqueurs d'infection qu'on dit récentes, mais pas encore d'IgG, la fameuse mémoire immunitaire. Oui. Comment on interprète ça? Alors ça, c'est le deuxième cas, et c'est un peu délicat. La présence d'IgM seule, ça demande confirmation. Faut utiliser une autre technique de laboratoire. D'accord, une deuxième analyse. Voilà. Si cette deuxième technique est négative, on peut penser à des IgM qui ne sont pas spécifiques, ou une interférence technique, des choses comme ça. Ah, Du coup, on refait un contrôle, genre 1 à 2 semaines plus tard. Si ça persiste, c'est-à-dire IgG toujours négatif, IgM positif mais avec une seule technique qui les voit, oui, on continue la surveillance mensuelle. Comme si la personne n'était pas immunisée en fait. d'accord. Et si la deuxième technique confirme les IgM? Si les deux disent oui, il y a des IgM? Ah, alors là, une infection récente devient probable. Mais on n'est pas encore sûr à 100%. Il manque quoi? Il manque la preuve clé, l'apparition des IgG. Normalement, ils arrivent assez vite, en moins d'1 mois. Ok. Si au contrôle suivant, hop, les IgG sont là, c'est bon, on est sûr. Infection récente, c'est ce qu'on appelle la séroconversion. Et là, une prise en charge médicale spécifique est démarrée. Et si les IgG n'apparaissent jamais, même avec des IgM confirmés? Si après ce contrôle les IgG restent négatives, on conclut finalement que c'était des IgM non spécifiques et on retourne à la case départ. Surveillance mensuelle. Compris. L'arrivée des IgG, c'est vraiment le signal clé pour une infection récente avérée. Bon, et si on a les deux d'emblée, IgG et IgM présents en même temps sur le premier test? Oui, Là, j'imagine que la question, c'est de savoir quand ça s'est passé. absolument, c'est le troisième cas. Et tout l'enjeu, c'est de dater l'infection par rapport au début de la grossesse. Est-ce que c'était avant ou après? Comment on fait ça? Idéalement, on regarde si on a des résultats de prise de sang antérieure. Si oui, c'est plus simple. Et si on n'en a pas? On utilise une autre analyse. On mesure l'avidité des IgG. L'avidité, c'est-à-dire? L'avidité, c'est un peu comme la force, la solidité de la liaison entre les IgG et le parasite. Ça nous donne une idée de l'ancienneté de l'infection. Ah, d'accord. Une avidité forte, élevée, ça veut dire que les anticorps ont eu le temps de mûrir, de devenir très spécifiques.
ça signe une infection ancienne. Ce qui est plutôt rassurant si ça arrive en début de grossesse. Exactement. Ça exclut une infection récente. Mais attention, il faut quand même confirmer ça 3 semaines plus tard, voir si c'est stable. Si c'est stable, c'est bien ancien. Et si l'avidité est basse ou moyenne? Alors là, on ne peut pas exclure une infection récente. On refait un contrôle 3 semaines après. On regarde si les taux d'IgG augmentent beaucoup. Oui. Si ça augmente fort, ça confirme une infection plutôt récente, moins de 3 mois. Si c'est stable, ça suggère que l'infection date de plus de 2-3 mois. Et la prise en charge, bien sûr, va dépendre de cette datation par rapport à l'âge de la grossesse. D'accord, cette mesure d'avidité, c'est vraiment un outil important pour estimer l'âge de l'infection. Très clair. Autre cas, on trouve que des IgG, pas d'IgM du dessous. Oui. On pourrait se dire super, immunisé, c'est réglé, mais c'est pas toujours si simple apparemment. Non, prudence. C'est le 4e cas. Si on n'a pas de résultat avant, il faut quand même contrôler 3 semaines plus tard, Pourquoi? pour vérifier la stabilité. Si les IgG sont stables, ok, ça confirme bien une infection ancienne. Immunité protectrice. Mais si les IgG augmentent, même sans IgM, là il faut creuser. On va vérifier l'avidité sur le premier prélèvement, celui qu'on avait déjà. Ah oui! Si l'avidité était élevée, bon, c'est sûrement une vieille cicatrice sérologique qui réagit un peu, a priori sans danger. Mais si l'avidité était basse ou intermédiaire, Mhm. ça pourrait être une infection récente où les IgM ont été très rapides, très fugaces ou pas détectés. Et là, il faut une évaluation médicale adaptée. D'accord. Et le dernier cas qui était mentionné, des IgG équivoques. Un peu entre deux, pas clair. Et pas d'IgM. C'est ça, 5e cas. Statut incertain. Là, on utilise encore une autre technique de labo pour vérifier les IgG. Ok. Si cette autre technique dit négatif, on repart à 0. Pas d'immunité, surveillance. Si elle dit positif, c'est probablement une infection ancienne, mais il faut quand même confirmer la stabilité à 3 semaines. Et si ça reste flou, équivoque? Ben là, faut envoyer l'échantillon à un laboratoire expert spécialisé. Très bien. On voit que c'est un vrai travail de détective parfois. Et si, au final, après toutes ces étapes, une infection pendant la grossesse est confirmée? Oui, Comment on sait si le fœtus a été atteint? alors là, on passe au diagnostic anténatal. Ça repose sur 2 choses principales, l'échographie et l'amniosynthèse. L'échographie, pour chercher quoi? Ou chercher des signes spécifiques comme des calcifications dans le cerveau du bébé ou une dilatation des ventricules cérébraux par exemple. Et l'amniosynthèse? C'est un prélèvement de liquide amniotique. On le fait généralement après 18 semaines de grossesse et surtout au moins 4 semaines après la date estimée de l'infection chez la mère. C'est important ce délai pour que le test soit fiable. Et on cherche quoi dans ce liquide? On cherche directement le parasite, soit son ADN par une technique très sensible qu'on appelle PCR, Oui. soit en essayant de le cultiver par inoculation à l'animal, même si c'est moins fréquent. On peut aussi chercher des anticorps spécifiques dans le liquide. Et si le test est positif? Si le diagnostic anténatal est positif, ça confirme que le parasite a réussi à traverser le placenta et à atteindre le bébé. Attention, ça ne dit pas forcément s'il y a des lésions graves ou pas. D'accord. Mais ça change la prise en charge. Oui, ça entraîne un changement de traitement pour la mère. On passe souvent à des médicaments plus actifs pour essayer de traiter le parasite directement chez le fœtus, comme l'association pyrimétamine sulfadoxine. Tout ce parcours montre bien que finalement, interpréter ces résultats, c'est loin d'être juste lire positif ou négatif sur une feuille. Ah non, c'est clair. C'est vraiment un processus qui demande souvent des contrôles, des analyses complémentaires et une lecture fine du contexte. Tout à fait. C'est le but de ces protocoles. Évaluer le risque le plus précisément possible pour adapter la surveillance, adapter le traitement si besoin et protéger au mieux la mère et surtout, bien sûr, l'enfant à naître. Il s'agit de s'appuyer sur des étapes rigoureuses pour prendre les décisions médicales les plus éclairées possibles. Exactement. C'est ça l'idée. Pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Au-delà de ces aspects très techniques, très diagnostiques, est-ce que notre perception collective de cette infection, la toxoplasmose, qui est quand même assez fréquente finalement, Oui, très féconde. comment cette perception du risque évolue avec ces outils de plus en plus pointus et nos connaissances qui s'affinent? C'est une question qui reste ouverte peut-être. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des documents assez pointus sur la toxoplasmose congénitale. Comment on la diagnostique, comment on la traite. L'idée, c'est vraiment de voir comment on détecte cette infection chez le bébé et chez la mère, et comment on gère ça.
Et ce qui saute aux yeux d'abord, c'est que le diagnostic à la naissance, c'est pas si simple. C'est pas juste un test, quoi. Ah non, c'est clair. C'est même assez complexe et c'est crucial d'être rapide et précis. Parce que la prise en charge de l'enfant, son évolution, ça dépend vraiment de ça. Un diagnostic fiable et tôt. D'accord, alors, à la naissance, comment on s'y prend? Les documents parlent de 3 grands axes, c'est ça? Clinique, imagerie et biologie. Pour la clinique, il y a des signes comme la jaunisse, l'anémie, un gros foie. Mais c'est pas spécifique, ça peut être autre chose. L'imagerie, genre l'écho transfontanalaire ou l'examen du fond d'œil. Ça cherche des traces plus directes. Des calcifications, des lésions dans l'œil. Exactement. Mais c'est souvent la biologie qui va, qui va vraiment confirmer ou infirmer les soupçons. Et là, il faut garder partout. Le placenta, le sang du cordon, et puis le sang du bébé. Mais attention, pas tout de suite, plutôt vers J10. Et bien sûr, le sang de la mère pour comparer. C'est un peu un jeu de pistes. Et on cherche quoi exactement dans ces analyses? Le parasite lui-même? Les sources parlent de PCR pour chercher son ADN, mais la sensibilité, elle n'est pas de 100%, hein, plutôt 60-70% apparemment. Et ça peut même baisser si la mère a été traitée pendant la grossesse. Oui, tout à fait. Le traitement peut réduire la charge parasitaire et donc rendre la détection directe plus difficile. C'est là que la sérologie devient capitale. La sérologie, c'est la recherche des anticorps. Le bébé, il naît avec les anticorps de sa mère, les IgG surtout. C'est normal. Le défi, c'est de savoir s'il fabrique lui-même ses propres anticorps. Ça, ce serait la preuve qu'il est infecté. Ah oui, d'accord. Et comment on fait la différence? Peu après J10, pour être sûr que ce ne sont pas juste des traces venues de la mère. Et on utilise des techniques fines, comme l'immunoblot, pour comparer très précisément les profils d'anticorps entre la mère et l'enfant. C'est assez technique. D'accord. Et ce suivi biologique, il continue après les premiers jours? Les documents insistent là-dessus, sur la première année. Oui, absolument. Pendant toute la première année, on surveille. Le principe est simple en théorie. Les anticorps maternels, les IgG, doivent disparaître petit à petit. Normalement, vers 9 ou 12 mois, il n'y en a presque plus. Si les IgG du bébé persistent après cet âge, ou s'ils remontent après avoir baissé, eh bien là, c'est la confirmation. Son système immunitaire se bat contre l'infection. C'est clair. Et il y a aussi le suivi des yeux, c'est ça, assez longtemps après la naissance? Ah oui, ça c'est fondamental. Un suivi ophtalmo régulier, 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois même plus tard, à l'adolescence, parce que les lésions de la rétine, elles peuvent apparaître ou s'aggraver bien après la naissance, même si tout semblait normal au début. Ok, donc diagnostic complexe, suivi prolongé. Et le traitement alors? Qu'est-ce qu'on fait une fois le diagnostic posé ou suspecté? Alors pour le traitement, il y a 2 grandes familles de médicaments. Les macrolides, le plus connu c'est la spiramycine, et puis une association de 2 molécules, la pyrimétamine avec un sulfamide qui bloque une vitamine clé pour le parasite. Mais, et c'est très important, ces médicaments agissent surtout sur la forme active du parasite, le tachyzoïte, celui qui se multiplie vite. Ah, mais donc pas sur toutes les formes du parasite. Non, et c'est une limite majeure. Ils sont peu ou pas efficaces contre les kystes, les formes dormantes qui peuvent rester cachées dans les tissus, notamment le cerveau, les muscles, les yeux. Et ça peut durer des années. D'accord. Donc les schémas de traitement varient. Si la mère attrape la toxo pendant la grossesse, on donne souvent de la spiramycine jusqu'à la fin. Si on voit que le fœtus est atteint, on passe à l'association pyrimétamine-sulfadiazine, qui est plus forte mais demande plus de surveillance. C'est ça. Et pour l'enfant né, on adapte aussi. Si on suspecte juste, on peut commencer par la spiramycine en attendant la confirmation. Si l'infection est confirmée, là, c'est le traitement complet. Pyrimétamine, sulfadiazine, avec en plus de l'acide folinique pour protéger le bébé des effets secondaires et une surveillance très stricte. Surveillance, c'est-à-dire? Surveillance sanguine surtout, pour vérifier la tolérance hématologique et aussi cutanée. Ce n'est pas un traitement anodin, il faut vraiment ajuster et surveiller de près. Bon, si on récapitule rapidement, le diagnostic, c'est un vrai puzzle. Clinique, imagerie, biologie complexe. Et le suivi après la naissance est essentiel, pendant au moins 1 an, voire plus pour les yeux. Le traitement, lui, il vise à contrôler l'infection active, mais il a ses limites. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion importante pour finir. Le fait que les médicaments actuels ne tuent pas les kystes dormants. Ça pose la question du très long terme. Même si le traitement initial a bien marché, est-ce qu'il y a un risque que ces kystes se réactivent des années plus tard? Surtout au niveau des yeux. Ça montre bien qu'une vigilance prolongée reste sans doute nécessaire, même bien après la fin du traitement officiel. C'est une question qui reste un peu en suspens.
Bonjour à toutes et à tous. La grossesse, c'est une période formidable. Mais bon, c'est aussi un moment où il faut être vigilant sur certains points. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un risque bien spécifique, la toxoplasmose congénitale. On va regarder ensemble des stratégies de prévention issues d'un document médical. L'idée, c'est de comprendre comment on protège au mieux le bébé. Oui, c'est un sujet important de santé publique, effectivement. Ce genre de document, il sert justement à ça, à organiser la défense contre cette infection. Et on y trouve, disons, deux grandes stratégies qui se complètent en fait. 2 lignes de défense, d'accord. Alors, d'abord, comment on évite que la future mère attrape l'infection? Ça, c'est la prévention primaire, c'est ça? Exactement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait si, malgré tout, l'infection arrive? La prévention secondaire. Alors, commençons par le début. Comment on empêche ce premier contact avec le parasite? Alors, la première étape, ça concerne les femmes enceintes qu'on appelle séronégatives. Séronégative. Voilà, c'est-à-dire celles qui n'ont jamais eu la toxoplasmose avant d'être enceintes, donc elles n'ont pas d'anticorps pour se protéger. L'objectif numéro 1, c'est vraiment d'éviter qu'elles s'infectent pendant la grossesse. On veut éviter ce qu'on appelle la séroconversion. Ok, donc séronégative, ça veut dire plus vulnérable à ce moment-là parce qu'il n'y a pas de défense immunitaire déjà en place. Et concrètement, c'est quoi les recommandations clés dans ce document pour barrer la route aux parasites? J'imagine que ça concerne l'alimentation, l'hygiène. C'est tout à fait ça. Ce sont des mesures qu'on appelle hygiéno-diététiques. Très important. Bien se laver les mains avant de cuisiner, après avoir touché des aliments crus. Mhm. Pareil pour les plans de travail, les ustensiles, il faut bien nettoyer. Et puis, bien laver les fruits, les légumes, surtout ceux qu'on mange crus. Parce que la terre peut être contaminée. Voilà. D'accord. Et la viande? On en parle souvent de la viande. Ah oui, la viande, c'est un point crucial. Le document insiste vraiment sur une cuisson suffisante. Il donne même un chiffre précis. La viande doit être cuite à cœur, à plus de 65 degrés Celsius. Ah oui, 65 degrés. C'est pas juste bien cuit, hein. C'est vraiment une température qui assure qu'on tue le parasite s'il est là. Cette précision, ça montre bien que c'est une voie de transmission importante. C'est vrai que 65 degrés Celsius serait spécifique, ça laisse penser que c'est peut-être plus critique qu'on ne le pense parfois. Et les chats, Oui, et le jardinage. on entend souvent parler de ça aussi. Oui, alors le document recommande de mettre des gants pour nettoyer la litière du chat. Bon, l'idéal, c'est même de demander à quelqu'un d'autre de le faire, si possible, parce que les excréments peuvent contenir le parasite. D'accord. Et pareil pour le jardinage, la terre peut être contaminée aussi, donc gants obligatoires. Ce sont des gestes simples en fait, mais qui ciblent vraiment les sources les plus fréquentes. On voit bien le schéma, oui. Une série de précautions très ciblées pour réduire le risque au quotidien. Mais bon, c'est bien, le risque zéro, ça n'existe pas. Alors imaginons que, malgré tout ça, une fois m'enceinte s'infecte. Là, comment le suivi médical prend le relais? Mais voilà, c'est là qu'on passe à la prévention secondaire. L'objectif change complètement. Il ne s'agit plus d'empêcher l'infection de la mère, mais de limiter au maximum les conséquences pour le fœtus. Si la mère est infectée, on veut absolument éviter ou au moins réduire la transmission du parasite au bébé et les dommages que ça peut causer, qui peuvent être graves. Et l'outil principal pour ça, si je comprends bien le document, c'est une surveillance très rapprochée. Tout à fait. La clé de voûte, c'est le suivi sérologique mensuel, c'est-à-dire une prise de sang tous les mois pour les femmes séronégatives, et ça pendant toute la grossesse et même une semaine après l'accouchement. Tous les mois. Pourquoi ce rythme si serré? Pourquoi c'est si crucial d'être rapide? Parce que si on détecte une séroconversion, c'est-à-dire si la prise de sang montre que la femme vient d'être infectée, on peut démarrer tout de suite un traitement spécifique chez elle. Ah, d'accord. Ce traitement, son but, c'est de réduire fortement le risque que le parasite passe à travers le placenta et atteigne le bébé. Donc plus on détecte tôt, plus on agit vite et plus on est efficace pour protéger le fœtus. Et ce n'est pas tout. Si l'infection de la mère est confirmée, les protocoles médicaux prévoient aussi ce qu'on appelle un diagnostic anténatal. On va chercher à savoir si le parasite est effectivement passé chez le fœtus et s'il y a déjà des signes de problème. Pour voir les conséquences, en fait. Exactement. Ça permet d'adapter la prise en charge, d'ajuster le traitement si besoin, et puis aussi d'en discuter clairement avec les futurs parents, bien sûr. Donc, si je résume un peu tout ça, on a un premier niveau de sécurité, c'est les gestes du quotidien, l'hygiène, l'alimentation, des choses très concrètes. C'est ça. Et si jamais ce filet de sécurité est percé, hop, un deuxième système se met en place, surveillance médicale intensive tous les mois,
et intervention très rapide avec un traitement pour protéger le bébé. C'est vraiment une double approche intégrée. Absolument. Et si on prend un peu de hauteur, ça illustre parfaitement comment la prévention comportementale, qui dépend de chacun, et la surveillance médicale active, organisée par le système de santé, se complètent. L'une ne va pas sans l'autre pour gérer ce risque particulier pendant la grossesse. Et ça amène d'ailleurs une réflexion intéressante, je trouve, pour aller un peu plus loin. On voit bien que les recommandations sont claires, que le suivi est bien organisé, mais la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que le fait de connaître toutes ces stratégies influence vraiment et de façon constante les comportements de tous les jours pendant 9 mois? C'est long, 9 mois. C'est sans doute là qu'il y a un vrai défi entre la théorie, le savoir et la pratique quotidienne.